messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le climat sociopolitique actuel au Cameroun inquiète des Nations Unies. Le haut-commissaire aux droits de l'homme l'a fait savoir ce jour au chef de l'État, Paul Biya. Michelle Bachelet a été reçue en audience. International Crisis Group, pour sa part, invite le gouvernement à reconnaître l'existence d'un problème anglophone. La liberté d'expression est-elle en péril au Cameroun? Des voix s'élèvent pour dénoncer des arrestations arbitraires, incarcération des hommes et femmes des médias au Cameroun et le climat sociopolitique tendu entraîne de graves abus du gouvernement vis-à-vis des journalistes au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, le gouvernement doit reconnaître l'existence d'un problème anglophone et le bien fondé des revendications exprimées par les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ce sont là quelques solutions proposées par International Crisis Group pour parvenir ou pour parler dans cette crise qui secoue les deux régions depuis plus de 3 ans déjà. L'ONG demande par ailleurs aux séparatistes de rompre avec la ville morte et le boycott des écoles pour assouplir ainsi leur position pour aller au dialogue. Le reportage de Sylvestre Zangaou. Comment arriver au pourparlers dans la crise anglophone au Cameroun? S'interroge International Crisis Group. Mais l'organisation non gouvernementale ne fait pas que s'interroger. Elle propose des solutions pouvant aboutir à ces pourparlers. Par exemple, selon l'ONG, les acteurs camerounais et internationaux devrait pousser le gouvernement et les séparatistes à des concessions, avec des sanctions contre ceux qui feraient obstacle au dialogue. Ces concessions impliqueraient par exemple que les séparatistes revisent leur position, qui consiste en la création d'un État, et le gouvernement, qui refuse de discuter sur la forme de l'État, pourrait, à défaut d'opter pour le fédéralisme, mettre en place un véritable modèle de décentralisation qui va conférer aux collectivités territoriales décentralisées une véritable autonomie. Une solution de façade devrait être exclue du dialogue. International Crisis Group propose au gouvernement camerounais de prêter une oreille attentive à toute initiative qui pourrait ramener la paix dans les régions anglophones. L'ONG cite par exemple la conférence générale anglophone proposée par des religieux. Un début de solution pourrait être également que le gouvernement camerounais reconnaisse l'existence d'un problème anglophone et la légitimité des revendications exprimées par les populations de ces régions et libérer tous les activistes anglophones actuellement détenus, y compris des figures importantes du mouvement séparatiste. Aux séparatistes, International Crisis Group propose de renoncer à leur stratégie de ville morte et de boycott de l'école et exclut de leur rang les combattants qui ont commis des abus. International Crisis Group met également un accent sur une solution internationale avec la récompense des partis qui acceptent de modérer leur position et les sanctions contre celles qui maintiennent une ligne intransigeante. Ainsi donc, tous ceux du gouvernement camerounais ou des séparatistes qui feraient obstacle au dialogue devraient être placés sous le coup des sanctions internationales et des poursuites judiciaires contre les séparatistes qui prônent ou organisent la violence. Pour l'ONG, les instances internationales pourraient également encourager le dialogue en se proposant de financer l'organisation des pourparlers. Et ce climat d'insécurité qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest préoccupe également les Nations Unies. Le haut-commissaire aux droits de l'homme a été reçu en audience au Palais de l'Unité par le chef de l'État. Paul Biya, Michelle Bachelet et le chef de l'État ont évoqué les questions de paix ainsi que la sécurité et celle du respect des droits de l'homme et des libertés. Elle a également échangé avec les membres de la Commission des droits de l'homme ainsi que la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Le compte rendu de Joël Essenguet et Guizogo. Comme lors de l'entame de son séjour au Cameroun, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a eu une journée particulièrement chargée. Tour à tour, elle s'est rendue à l'Assemblée nationale, au Sénat, à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et à la Commission nationale du bilinguisme. Mais le point d'orgue de cette journée aura été le tête-à-tête entre Michelle Bachelet et Paul Biya au Palais de l'Unité. Après un entretien de près d'1 heure, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a résumé la teneur de son entretien avec son note. I've had a meeting with the president, of course, on all the different situations that the country is still facing on peace and security, development and human rights. And
We have had a conversation on how, in which way the UN and my office can support efforts to continue respecting, promoting and protecting human rights. It has been a very good conversation, and I'm really proud of this condecoration he has given me. I have been talking to him as a High Commissioner of Human Rights, but also as former President of the Republic that has experience also in government. En 2 jours, Michelle Bachelet a fait le tour des principales institutions publiques camerounaises pour recueillir l'avis des officiels sur l'état des droits de l'homme au Cameroun. Des échanges sont aussi prévus avec l'opposition, la société civile et les religieux. Après quoi, on pourra scruter attentivement le regard que jette Michelle Bachelet sur les droits de l'homme au Cameroun. Ils sont sans domicile fixe, pas d'activité et peinent à se nourrir. Eux, ce sont les déplacés de la crise anglophone qui ont trouvé refuge dans la ville de Njombe, département du Mungo, exaspérés par ce conflit armé qui dure depuis 3 ans déjà. Ces populations n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, ainsi que souhaitent de tout leur cœur retourner enfin chez eux. Le reportage de Jacquino Molon, Gladys City. Paysage de désolation dans la région du sud-ouest. Des maisons incendiées, détruites. Certains des habitants qui y vivaient autrefois ont fui la guerre pour trouver refuge dans le département du Mungo. Ils se sont peut-être éloignés du bruit des armes à feu, mais sont loin d'avoir trouvé la paix. C'est pas la crise qui est à combat que nous nous sommes retrouvés ici à Njombe. Je ne sais même quoi expliquer parce qu'on partait même dormir en brousse. En quittant là-bas, tout était brûlé. Nous sommes de combat. On a brûlé notre maison, on ne sait même pas pourquoi on a brûlé, mais on s'est retrouvé ici là comme ça. Quand je suis sorti, on a dit qu'on tentait on a encerclé la maison, je suis tombé en brousse. Avec ma femme, on a fui. Je viens de combat. 16 février 2017. Je suis dans cette maison avec ma belle-mère. Étant là-bas, on a incendié les maisons. Et je suis sorti là sans rien prendre. C'est pas facile parce que moi, étant malade comme ça, on m'avait même dit de ne plus travailler. La vie n'est pas facile. Il n'y a même pas de lit à la maison. Je dors sur le sol. Ces déplacés de la crise anglophone se battent pour leur survie au quotidien et celle de leur famille. Entassés dans des maisons construites en matériaux provisoires, ils sont parfois 10, voire 11 dans une maison. L'unique matelas jeté à même le sol n'est disponible que pour les enfants. Sans activité, ces victimes de la crise anglophone peinent à se nourrir. Il y a des fois qu'on dort affamé. Le jour qu'il y a, on mange. Je ne fais rien comme activité. Je ne suis pas à l'aise parce que là où j'étais, je travaillais. J'étais secrétaire à un particulier là-bas. Bon, là où je suis, je me suis retrouvé à zéro. À Combat, j'avais au moins 4 plantations au sein. Il y avait des maisons là-bas. On a tout brûlé. Quand je me suis retrouvé ici en Njombe, on ne vit pas, on vit très mal. Parce que nous, on n'a pas même pas 5 ans pour acheter même un beignet. À quand la fin de la crise anglophone? Cette question taraude leurs esprits. À l'aube de chaque nouveau jour, désespérés, ils ont trouvé refuge dans la maison du Seigneur, espérant un miracle divin. Nous souhaitons que la crise s'y finisse pour que nous rentrons. Même si on a brûlé la maison, on saura comment nous défendre là-bas parce que ici là où on est, il n'y a pas à manger. On s'est ça abandonné parce qu'on ne vit pas, nous ne sommes pas à l'aise. Ce qui me console, c'est parce que je connais la parole de Dieu. À chaque moment, je me rends à l'église. J'avais expliqué mon problème au pasteur. Lui-même, il nous console. Les déplacés de la crise anglophone, qui ont trouvé refuge à Njombe, bénéficient du soutien des hommes de Dieu qui leur apportent de temps à autre le réconfort spirituel et parfois matériel. Nous avons recensé, c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes à domicile. Dans le cadre de la diaconie, nous sommes en train de voir ce que nous pouvons faire. Mais que pouvons-nous faire pour les apporter une paix durable? Nous pouvons les apporter un sac de riz, mais pour combien de temps?
C'est pourquoi notre souhait, comme nous l'avons dit, c'est que le Seigneur roule toutes les pierres qui bloquent la paix et la réconciliation dans notre nation. La crise anglophone a fait de nombreux ravages depuis son déclenchement en fin d'année 2016. International Crisis Group, dans son dernier rapport sur la situation dans les régions anglophones du Cameroun, dresse un bilan alarmant. Selon l'ONG, 1850 personnes ont perdu la vie en 20 mois. Autre actualité au cœur de ce journal, les professionnels des médias déplorent les conditions de travail au Cameroun. Au difficile accès à l'information s'ajoute l'absence de subventions dans l'application de la convention collective, arrestation arbitraire des journalistes dans l'exercice de leur profession. De toutes ces choses qui constituent ainsi une menace grave. La liberté de la presse au Cameroun, ces hommes et femmes des médias ont fait le constat alarmant eux-mêmes alors que se célébrait ce jour la journée mondiale de la liberté de la presse. Le reportage de Rodrigue Ngassi à Cyril. Alors que l'on célèbre la journée internationale de la liberté de la presse, les professionnels des médias au Cameroun égrènent un chapelet de doléances, à commencer par le difficile accès à l'information. Lorsque vous allez dans les administrations, par exemple, vous avez besoin même d'une simple explication technique. Le fonctionnaire qui est là va vous envoyer son chef hiérarchique. Quand vous arrivez chez ce dernier, il vous dit allez voir le ministre, obtenez d'abord l'autorisation du ministre. Donc, au niveau de l'obtention de l'information, c'est d'abord très compliqué. Il n'y a aucune loi électorale au Cameroun qui interdit à un journaliste de donner les résultats au terme d'une élection dans un bureau de vote. Mais l'administration interdit carrément aux journalistes de pouvoir dire dans ce bureau de vote, tel parti a gagné, tel autre a perdu. Ça ne se comprend pas. Qu'est-ce qu'on nous dit généralement? Chose vue et entendue. Vous êtes dans un bureau de vote, les résultats viennent de tomber, vous avez vu comment tel parti a gagné, l'autre a perdu, mais on vous interdit carrément de le faire. Des journalistes qui n'ont pas accès à l'information, mais qui doivent également faire face au chantage des hommes politiques qui tirent les ficelles de la manipulation dans l'ombre. Aujourd'hui, on a l'impression que un monsieur peut se lever le matin et en fin d'après-midi, il vous dit qu'il est déjà directeur de publication. Et on a l'impression que le laxisme à peine déguisé du gouvernement trahit son intention de laisser cette presse fourre-tout continuer dans ce sens. Ainsi, un membre du gouvernement peut se faire insulter dans un organe de presse et il est le principal mécène d'un autre titre pour répondre à celui qui a tiré. Sans moyens financiers également, difficile de concevoir une presse véritablement libre. En lieu et place d'une subvention, l'on parle encore d'aide publique à la communication privée au Cameroun. Une aide boudée par plusieurs organes. On n'a jamais introduit les dossiers exigés par le ministère de la Communication pour bénéficier de cette aide-là. Du vivant de notre défunt fondateur jusqu'à ce jour, le messager estime que c'est un simulacre d'aide qu'on a encore maquillé et pour contenter certains petits copains. Toujours sur le plan financier, les hommes et femmes des médias au Cameroun déplorent leur état de paupérisation favorisé par la non-application de la convention collective. Jusqu'aujourd'hui, il y a très peu de médias qui appliquent cette convention collective. Moi, je ne vais pas tirer sur les promoteurs de médias. Je m'adresse au pouvoir public qui doit mettre la pression parce que nous sommes des travailleurs. Nous avons une convention collective qui doit être appliquée. Il faudrait donc que quand on nous recrute et que nous n'avons pas cette convention collective, que l'État puisse permettre à ces entreprises d'avoir les moyens de l'appliquer. Sinon, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on l'avait adopté. Si le journalisme est reconnu comme étant le plus beau métier du monde, il reste qu'il faut s'armer d'une bonne dose de courage pour le pratiquer. De nombreuses menaces pèsent sur la liberté de la presse au Cameroun. En religion, la conférence épiscopale nationale du Cameroun a un nouveau président. Il s'agit de Monseigneur Abraham Boilo-Komé, évêque de Bafan. Il a été désigné ce jour en remplacement de Monseigneur Samuel Cléda, arrivé au terme des 2 mandats légaux prévus par les textes de l'Église catholique au Cameroun. En plus d'être évêque de Bafan, Monseigneur Abraham Komé est également administrateur apostolique de Bafia depuis le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Tout autre chose à présent, une nouvelle cuvée de douaniers camerounais à l'école de la Marine nationale. Ce sont au total 242 agents de tout grade confondus qui ont reçu une formation de fusiliers marins. Objectif, renforcer leurs compétences militaires dans la lutte contre l'insécurité. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation à la base navale ici à Douala. Innocent Abega et Jean-Paul Choniat. Comme depuis fort longtemps,
La contrebande et le commerce illicite dans les eaux territoriales camerounaises ne cessent de faire perdre des centaines de milliards de francs CFA au trésor public, malgré une vigilance accrue des services des douanes. La fraude sur toutes les voies navigables a même explosé avec la montée de l'insécurité dans le golfe de Guinée. Dans un contexte aux enjeux géostratégico-sécuritaires, commerciaux et socio-économiques qui ne sont plus à démontrer au large des côtes camerounaises et dans le golfe de Guinée, la douane camerounaise, jusque-là considérée comme un corps paramilitaire, fait la mue de ses hommes, désormais formés dans les centres d'instruction de la Marine nationale. Vous êtes prêts à mettre votre savoir-faire à contribution en vue d'un maillage effectif du rayon militaire, du rayon maritime des douanes, pour une lutte intensifiée contre les flux illicites transitant par la mer et les voies navigables. Pour ce faire, je puis déjà vous rassurer de votre déploiement imminent. Et c'est dans cette optique que la deuxième cuvée allant de lieutenant de douane à préposé est prête à prendre du service pour tordre le cou à la fraude douanière et l'insécurité dans les eaux territoriales camerounaises. Et comme la première promotion des 72 agents de douane qui les ont précédés, les 242 douaniers marins sortis des moules de la Marine nationale peuvent désormais faire face à tous les défis sur leur chemin. Il ne faudrait pas perdre de vue qu'elle répond tout d'abord aux besoins d'appropriation d'une mission classique de la douane, à savoir la mission de surveillance en général et celle du plan d'eau en particulier. Bien que maillon important du dispositif de l'État en mer, l'efficacité de la douane en mer dépend de sa capacité à travailler avec les autres forces. Fruit d'une convention de partenariat entre le ministère de la Défense et le ministère des Finances, les lauréats de cette deuxième promotion reçoivent un certificat d'aptitude technique, le CAT1. Ils sont désormais à même d'effectuer conjointement des missions de douaniers et de fusiliers marins. Et l'économie camerounaise reprend du souffle après la baisse du taux de croissance observé en 2016 et en 2017. C'est du moins ce qui ressort du rapport des perspectives économiques en Afrique subsaharienne rendu public ce jour à Yaoundé. Et malgré cette reprise, le Cameroun présente encore un risque élevé de surendettement économique extérieur. La poursuite donc des réformes en cours est donc nécessaire pour rattraper ce retard. Le reportage de Marcelin Gansop et Élisée Borba. Après une baisse inquiétante du taux de croissance en 2016 et 2017, l'économie camerounaise reprend du souffle avec un taux de croissance estimé à 4%. Certes, les signaux ne sont pas encore au vert, mais une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Le FMI nous a fait comprendre que la situation est un peu contrastée. Elle est contrastée parce que selon que on est pays exportateur de ressources naturelles, surtout du pétrole ou non, mais cette diversification devrait se renforcer. Elle devrait se renforcer par une mobilisation plus grande des ressources non pétrolières. Dieu merci, nous avons commencé à le faire. En 2018, par exemple, les services d'assiette, c'est-à-dire les impôts et douanes, ont pratiquement atteint 100% des objectifs qui ont été fixés. C'est une bonne chose, mais il faut continuer à rechercher les autres niches sur lesquelles nous pourrons travailler pour améliorer les recettes. Le chemin qui mène à un taux de croissance à 2 chiffres est encore long et le pays a fort à faire pour rattraper son retard dans sa marche vers l'émergence. Selon le Fonds monétaire international, le Cameroun présente encore un risque élevé de surendettement extérieur, bien que sa dette reste encore viable. Qui plus est, les problèmes sécuritaires persistent pendant que l'activité économique tourne au ralenti. C'est à quoi il faut ajouter une intensification de l'investissement public et son corollaire, qui est l'augmentation rapide de l'endettement non concessionnel. Et c'est dans un tel contexte, fait d'incertitude, que se déroule la mise en œuvre du programme économique et financier avec le FMI. Pour le ministre des Finances, les perspectives de croissance en 2019 demeurent bonnes, tirées essentiellement par une augmentation de la production pétrolière. Parce que là, nous venons de terminer la 4e revue. On pourrait passer à un taux de croissance qui oscillerait entre 4,2 et 4,5% en 2019. Ça signifie que malgré les conditions, surtout sécuritaires, qui sont extrêmement difficiles, les premières mesures que nous avons prises sont des mesures qui peuvent nous amener vers les objectifs que le chef de l'État a fixés. Encore faut-il que nous soyons disciplinés. La discipline budgétaire, la régulation budgétaire doit être le maître mot et je pense qu'on ne peut le faire qu'en alliant en même temps les mesures de consolidation budgétaire à des mesures de relance. Les efforts à faire concernent la consolidation budgétaire,
la résolution des conflits internes qui fragilisent les finances publiques en amenuisant les ressources, puis la préservation des équilibres macroéconomiques, budgétaires et sociaux. Dans l'ensemble, le taux de croissance en Afrique subsaharienne va osciller entre 3 et 5% en 2019. Les mieux lotis sont les pays qui bénéficient d'une diversification de leur économie, au contraire de ceux plus nombreux qui sont davantage tributaires des ressources naturelles. Et la compagnie camerounaise d'aluminium DDA, tombée en faillite au lendemain de la crise économique qu'a connue le Cameroun, cherche à nouveau une place sous le soleil. Le ministre des Mines a séjourné dans la Sanaga maritime pour vivre cette réalité. Le reportage de Rodrigue Ngassi, Flavien Dongo. Parmi les entreprises camerounaises victimes de la crise économique, il y a la compagnie camerounaise d'aluminium. Nous sommes en sous-activité aujourd'hui par rapport à notre potentiel. Cette situation a été présentée au ministre en charge de l'industrie de manière à pouvoir évidemment trouver des solutions adéquates au retour à une pleine activité. Durant les 10 dernières années, la compagnie était au cœur des endettements importants, secouée par le vieillissement des appareils de production imputable à son âge. Incapable de tenir, la structure était contrainte de procéder au dégraissement du personnel. Et le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique vient de séjourner à Edea dans la Sanaga maritime pour explorer la situation. Il y a des questions d'ordre conjoncturel, il y a des questions d'ordre structurel, il y a certainement des questions d'ordre social. Toutes ces questions seront portées à la connaissance de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, n'est-ce pas, examinera avec les autres ministères sectoriels, j'allais dire administration sectorielle, pour trouver les solutions définitives, parce que les questions qui sont posées aujourd'hui à l'UQAM n'interpellent pas que le ministère des Mines, elles vont au-delà. La compagnie qui scrute le ciel à la recherche du soleil fut l'une des meilleures et surtout celle qui aura employé un grand nombre de Camerounais, à majorité à la retraite à ce jour. Son redécollage dépend désormais du gouvernement. Des solutions à très court terme, il y en a à moyen terme, il y en aura certainement à long terme pour que cette entreprise retrouve encore tout son éclat d'antan. Et vous savez, à 60 ans, on peut avoir des maladies liées à l'âge. Et donc, ce genre de maladie a sa médication. La compagnie camerounaise d'aluminium et d'autres entreprises asphyxiées par la crise économique attendent d'être relevées. Et les éleveurs de la région du Nord Cameroun font face à d'énormes contraintes qui entravent l'accroissement de la productivité du cheptel. Elles sont essentiellement liées aux difficultés d'accès à l'eau, l'alimentation ainsi qu'à l'écoulement des produits entre autres. Or, c'est un secteur qui présente un fort potentiel pour les économies nationales. Ces éleveurs lancent ainsi un appel à l'endroit des pouvoirs publics. Olivier Sefo, Isabelle Carole Zoupet. Du bétail gracieusement offert à de nombreuses familles pour accroître leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes à Garoua, dans la région du Nord. Ce don est une initiative de cette organisation engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre la pauvreté. Nous avons eu à bénéficier de ce projet et je peux vous assurer qu'à cause de ce projet, beaucoup de femmes dans notre commune ne se plaignent plus. Et elles se disent qu'avant, elles ne s'attendaient pas à des choses pareilles. On chassait les enfants de l'école, mais maintenant, grâce à ce projet, elles arrivent déjà à faire des associations ou prendre des prêts pour faire leurs besoins. Donc nous sommes vraiment satisfaits pour ces projets. Un geste salué par les éleveurs qui font face à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles le coût élevé de la prise en charge du bétail, les pratiques d'élevage qui restent traditionnelles, le difficile accès à l'eau potable. Le Nord a déjà eu à bénéficier des 2 premières phases de ce projet qui consiste à accompagner des ménages dans l'élevage des petits ruminants. Et nous avons vu déjà un impact. Et nous pensons que cette 3e phase qui est en train de prendre vie va apporter un plus. À Garoua, comme dans l'ensemble des parties septentrionales, l'élevage qui constitue l'une des activités majeures des populations se porte mal, malgré que ce secteur présente un fort potentiel pour l'économie nationale.
L'actualité sportive à présent, la 20e édition des Jeux universitaires s'ouvre ce samedi à l'université de Tiank. Alors que toutes les délégations ont déjà pris leur quartier, les difficultés d'accès à l'eau potable se posent déjà sur le site. Et en prélude donc au lancement coup d'envoi des compétitions, un mini-marathon a eu lieu ce jour dans la ville de Tiank. Le reportage de Leclerc Sakem. L'université la plus nationale du Cameroun a fait sa mue pour accueillir le 22e rendez-vous sportif des Corps du 4 au 11 mai 2019. 3 campus ont été retenus pour les différentes épreuves, à savoir le campus principal à Tchon, les campus annexes Fouman et Banjoun. Même si certaines aires de jeu sont prêtes pour accueillir les compétitions, ce n'est pas le cas pour d'autres qui passent encore au pays fin. En attendant le son d'éclat, certains athlètes déjà présents dans les sites éprouvent quelques difficultés. Moi, c'est Makerou Passale Estelle. Je suis étudiante de la délégation de l'université de Maroua. Nous avons quand même eu à rencontrer certaines petites difficultés dans le campus, notamment la disponibilité des toilettes et de l'eau. Parce que pour avoir de l'eau, l'eau n'est pas potable, il faut marcher, chercher l'eau et les toilettes ne sont pas disponibles. Parfois, vous voulez utiliser les toilettes, alors que ce n'est pas pour vous. Et c'est vrai qu'on nous a logés, mais bon, les matelas ne sont pas trop... C'est pas trop ça. C'est vrai que au départ, quand ils sont arrivés, il n'y a pas un protocole d'accueil. C'était difficile pour nous. On s'est battu pour trouver où on devait s'abriter. Et il y a aussi un problème d'eau. Il faut aller un peu de loin pour récupérer de l'eau. Et pour se laver aussi, c'est difficile. En prélude du démarrage des compétitions, un mini-marathon a été organisé, remporté par Tchoga Pierre chez les messieurs et Atabi Confidence chez les dames. Il faut d'abord remercier le promoteur, n'est-ce pas, de cet événement, le recteur de l'université de Tiank. Vraiment, c'est une très bonne initiative déjà. Le grand Dieu tout-puissant. So I consider this competition is my first time to do this competition here in Tiank. And when coming to do the competition, my mother, the queen of the mountain, as people know, the Yangu Sera Etonges, my mother, she has been giving me the technique of running. I happened to be the first in this race. I thank God because it was not easy, but it was possible because I've been training. La cérémonie solennelle d'ouverture aura lieu le dimanche 5 mai au stade de la Catapulte au campus principal de l'université de Tchon. Cette édition a pour thème les jeux de la dynamique collective. Sont attendus 4000 participants, dont 3014 athlètes et membres du fans club, 668 encadreurs, officiels techniques et responsables des délégations, 320 étudiants volontaires et mobilisateurs, 19 institutions universitaires publiques et privées vont rivaliser d'adresse dans une ambiance de fair play, de convivialité, de brassage, de recherche de l'excellence académique et sportive. À présent, ce public reportage, synergie parfaite entre le top management et le personnel du Parc national du génie civil. Au cours d'un repas partagé le 1er mai dernier, les deux entités ont pris l'engagement d'œuvrer à l'atteinte des objectifs pour le développement de l'entreprise. Reportage. Au Parc national de matériel de génie civil, le top management a opté pour une causerie avec le personnel sur les défis à relever par cette entreprise. Au sortir d'une période délicate, le match génie a repris vie et les signaux qui étaient au rouge sont passés au vert. Nous vous avons dit ici que nous n'avons pas de revanche à faire sur notre vie. Ce que nous avons été, nous le sommes et nous le resterons. Nous avons pour préoccupation d'améliorer nos cadres de travail et les conditions des travailleurs. Il y a donc lieu d'envisager l'avenir avec sérénité, en commençant par la motivation du personnel. Celui-ci doit être rétabli dans ses droits afin de donner le meilleur de lui-même. Le but, c'est de faire en sorte que le personnel du Madjeni se sente fier d'appartenir à cette grande entreprise. Donc, qu'il ait son assurance maladie, que son salaire soit payé à temps, qu'il ait des avantages en nature, comme ça se passe dans les autres entreprises, qu'il ait un cadre de travail décent, ce qui peut lui permettre d'être plus productif. En retour, le top management attend du personnel qui mouille effectivement le maillot et tourne le dos au comportement et pratiques qui tirent le match génie vers le bas. Nous attendons du personnel deux choses essentielles. La compétence. Il faut que chacun fasse bien son travail. Et l'intégrité. Nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de tentations. Vous êtes en train de rentrer avec votre camion, c'est quelqu'un qui vous arrête, je voudrais que vous me transportez ceci. Il faut que les gens aient le réflexe entreprise.
que ce que je suis en train de transporter là, je transporte avec l'équipement de l'entreprise. Il faut que l'argent rentre dans les caisses de l'entreprise. Pareil pour quelqu'un qui est avec l'engin de l'entreprise quelque part et à qui on propose un travail. Il peut obtenir des avantages sur ce travail en faisant gagner de l'argent à son entreprise. Voilà un peu ce que nous attendons. Si chacun fait donc ce qu'il a à faire avec dévouement, responsabilité et probité, il n'y a pas de raison que les fruits ne tiennent pas la promesse des fleurs. Surtout que le Madjeni est de plus en plus sollicité. Le travail, il y en a. Le Cameroun est un pays en construction. Tout est pratiquement à construire. Et nous bénéficions du statut d'entreprise publique dont les gens nous font de manière automatique confiance. Ce que nous pouvons obtenir au Madjeni, une entreprise X appartenant à M. Y ne pourrait pas l'obtenir. Nous avons des avantages extraordinaires auprès des constructeurs. Ils nous proposent de faire des avances de l'ordre de 10% pour avoir un équipement. Donc il est anormal que cette entreprise soit dans cette situation dans laquelle nous l'avons trouvée et malheureusement qui est en train de s'améliorer. Le dernier décret présidentiel réorganisant le Madjeni lui donne encore plus de pouvoir. Il est notamment chargé de la constitution et du développement pour le compte de l'État, du parc de matériel et d'équipement du génie civil et du génie mécanique. Voilà qui ouvre une nouvelle ère au Madjeni. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, nous sommes le 3 mai et nous allons faire cette halte sur la journée internationale de la liberté de la presse. Nous avons la chance d'avoir des journalistes sur ce plateau et nous allons boucler cette sortie avec ce rapport de International Crisis Group. Voilà donc les deux éléments qui vont constituer l'essentiel de Equinox Soir, le débrief. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain Otto. Rendez-vous vendredi 20h. Exactement. Voilà. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.